Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur Question Directe dans votre télévision d'ici et d'ailleurs ITV. Cette semaine, notre invité est Awa Marie Coll Seck, ancienne ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, présidente du Forum Galien. Bonjour Madame la ministre ou Madame la Présidente, lequel des deux titres préférez-vous? Ça dépend des personnes qui l'utilisent. Parfois on peut dire présidente en se marrant un peu, donc je préfère pas. Et voilà, sinon c'est professeur, c'est toujours ça. Professeur Awa Marie Coll Seck. Très bien. Alors, professeur Awa Marie Coll Seck, nous sommes présentement au King Fahd Palace. Dakar accueille depuis le 3 octobre la 6e édition du Forum Galien qui s'achève ce week-end ici, dans cet hôtel. D'abord, pour nos auditeurs, c'est quoi le Forum Galien? Le Forum Galien Afrique est une plateforme qui réunit tous les acteurs qui interviennent dans la santé, la formation, l'innovation, car nous pensons qu'il faut mettre tous les acteurs ensemble et éviter de travailler d'une manière cloisonnée pour avoir des résultats. Et ces acteurs viennent de l'Afrique la plupart du temps, mais aussi des amis de l'Afrique ou de personnes qui travaillent pour que les populations africaines soient en bonne santé et un bien-être complet. Vous l'avez dit, il y a un peu plus de 3000 participants venus des 4 coins d'Afrique, mais également du monde. Ils sont de spécialités diverses et variées. Il y a des universitaires, il y a des chercheurs, il y a des médecins, il y a même des étudiants, donc des sommités qui viennent de partout. Et le thème choisi cette année est maladies non transmissibles, l'Afrique en lutte. Pourquoi ce thème? Vous savez, quand on parlait de l'Afrique avant, on pensait toujours maladies infectieuses, dont les épidémies. Oui. Et c'était un peu une caricature, mais c'était aussi la réalité, disons, il y a 30 ans, 40 ans. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que de plus en plus, il y a des personnes qui ont des maladies qu'on appelle non transmissibles, comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies mentales, mais aussi les maladies du rein, les maladies respiratoires. Toutes ces maladies-là étaient considérées comme des maladies qui étaient surtout, disons, dans les pays du Nord. Alors qu'on a beaucoup de personnes qui souffrent de ces maladies en Afrique. Et c'est pour ça qu'on dit que nous avons un double fardeau, qui est celui des maladies infectieuses, qui sont en régression grâce à la vaccination surtout, et peut-être au meilleur accès à l'eau, à l'hygiène. Mais nous avons aussi beaucoup de maladies non transmissibles. Et c'est vraiment, pour ceux qui s'occupent des problèmes de santé, l'occasion d'utiliser des innovations pour permettre aussi aux populations de vivre mieux et en meilleure santé. Mais il y a énormément de problèmes liés aux maladies non transmissibles. Vous venez de le dire tout de suite, les maladies non transmissibles concernent les affections respiratoires aiguës ou chroniques. Il y a également les cancers, il y a également le diabète. Et aujourd'hui, beaucoup de gens en souffrent dans nos pays qui sont sous-développés. Et la prise en charge médicale est très complexe. Déjà, pour avoir accès à des systèmes de santé de qualité, c'est la croix et la bannière. Que fait le Forum Galien Afrique pour soulager ces nombreuses personnes-là? Alors, le Forum Galien Afrique n'a pas la prétention de régler vraiment les problèmes de santé en Afrique. Par contre, voudrait que les gens voient les choses sous l'angle d'un nouveau paradigme. On a trop souvent parlé de médecine, mais pas de santé. La médecine prend en charge surtout les malades. Mais si vous voulez que la population soit en bonne santé, il faut aussi éviter qu'elle tombe malade. Donc l'un des problèmes que nous avons, et qui a été vraiment élucidé et en tout cas bien pris en charge pendant ce forum, c'est qu'il faut une approche multisectorielle, pluridisciplinaire, pour s'attaquer surtout aux déterminants. On a beaucoup parlé de tout ce qui est, disons, problème
liées à l'alimentation. Oui. Le médecin dans son cabinet ou l'infirmier dans sa structure de santé ne réglera pas ce problème, mais verra les conséquences. Si aujourd'hui, en Afrique, on a changé, sans doute avec, ça peut être lié à la colonisation, ça peut être lié à beaucoup d'autres facteurs, l'alimentation de base que nous avions, qui était saine, est devenue une alimentation mixte. Et aujourd'hui, on a les mêmes problèmes. On mange mal, Oui. on mange trop gras, on mange trop salé. Et j'insiste sur les bouillons qu'on achète dans toutes les maisons, sauf la mienne, parce que mon mari ne veut pas. Et je suis contente, parce que personne ne les utilise, parce que c'est du sel en plus. Oui. Il y a aussi beaucoup d'huile. Vous savez que souvent, dans nos pays, pour montrer que vous êtes quand même d'un niveau social, il faut que quand vous mangez votre tiep, que l'huile descende jusqu'ici. Ça prouve qu'il y a un problème. Oui. Mais c'est ça qu'on fait. Donc avec tout ça, pourquoi vous n'allez pas avoir de diabète? Pourquoi vous n'allez pas avoir d'hypertension artérielle? On se demande. Ceux qui échappent sont vraiment des chanceux. Oui. Donc il faut qu'on parle de tout cela. La pollution. Même Dakar, quand vous voyez les cités, les villes les plus polluées, oui, on va vous dire que Dakar fait partie. Oui. Beaucoup d'autres pays aussi ont ce même problème. Donc voilà les déterminants d'abord, avant de parler du malade lui-même, parce qu'on ne veut pas que les gens tombent malades. Ce que vous dites est très important. Déjà les bouillons sont diffusés en publicité dans presque toutes les télévisions et à des heures de grandes écoutes. Aujourd'hui, en tant que responsable, en tant qu'autorité sanitaire, quels sont les plaidoyers que vous faites au niveau des États pour au moins essayer de réduire donc l'ampleur de ces publicités-là qui rentrent dans tous les ménages dans nos pays? Tout à fait. Je reviens un peu en arrière parce que c'est une expérience que j'ai vécue dans la lutte contre le tabac. Là également, c'était une grande lutte parce que vous savez qu'avant, le tabac était, la publicité du tabac était même dans les stades, dans le sport et même à l'école, enfin dans les murs, on y en avait partout. Vous regardez, avec la loi anti-tabac au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays africains, ça commence à diminuer. Mais nous, on aurait été un peu plus loin. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait des taxes plus importantes. Si vous êtes fumeur, vous allez être fâché avec moi. Mais voilà, je crois que le tabac, c'est un exemple. L'État peut prendre des mesures pour légiférer aussi, parce que ce n'est pas possible qu'on laisse des choses qu'on sait qui ne sont pas bonnes pour la population prospérer. Donc je sais que les gens, c'est toujours une bataille. Quand vous voulez lutter contre quelque chose, il y a toujours des lobbies, il y a des gens qui sont pas contents, qui disent que vous allez, à cause de vous, on va mettre des gens au chômage. Enfin, c'est compliqué. Mais les États doivent comprendre que leur population tombe malade à cause aussi de certaines choses. On a donné des exemples ici. On a été très sensibilisés par le fait qu'un enfant, par exemple, quand l'enfant est dans le bébé est dans le ventre de sa maman, si elle prend beaucoup de sucre, beaucoup de sel, etc., à travers le placenta, le bébé commence à avoir certains goûts. Il commence à se dire le sucre c'est bon, le sel c'est bon, voilà ce que j'aime. Et avec le temps, petit, on va continuer. Quand il a de bons résultats scolaires, cet enfant qu'on aime beaucoup, qui est un peu joufflu parce qu'on se dit c'est la bonne santé, on va lui acheter des gâteaux, on va lui acheter des sucettes. Donc c'est ce qu'on fait. Et alors qu'on ne sait pas qu'on est en train d'introduire une certaine manière de vivre, une certaine manière de manger, et qui fait qu'au bout, quand on aura 25 ans, 30 ans ou plus, on a des maladies qu'on n'aurait peut-être pas eues si on n'avait pas eu ce type d'alimentation. Nous sommes au Sénégal, un pays où une loi interdisant le fait de fumer dans les lieux publics avait été votée, mais aujourd'hui, cette loi elle est en désuétude. Elle n'est pas appliquée, les gens continuent de fumer de plus belle dans des endroits publics bondés de monde. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas également de la responsabilité des autorités dedans par rapport à cette faillite collective? C'est pour ça que je parlais d'approche multisectorielle. Vous parlez d'une loi que j'ai portée avec des députés qui ont vraiment été
à mes côtés, et même plus qu'à mes côtés, parce qu'ils étaient avec nous et ils disaient qu'il fallait que ça se fasse. Mais quand vous dites les gens fument dans des endroits publics, souvent, à l'époque, on avait même comment on appelle ça, des ronds qu'on appliquait sur les murs où on disait défense de fumée, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, les populations elles-mêmes, quand quelqu'un vient et fume, ça doit être nous-mêmes. Les gens qui doivent dire non, tu ne dois pas fumer. Voilà ce qui a été dit. Mais on est permissif. Alors, vous ne pouvez pas avoir un policier à la porte de chaque endroit ou à côté de tout le monde. Donc, c'est aussi un problème communautaire. Et c'est pour ça qu'au cours du forum, on a beaucoup parlé de l'approche communautaire. Les communautés doivent avoir toute l'information pour pouvoir aussi jouer leur rôle. Mais si on règle tout au niveau des décideurs, puis maintenant au niveau des techniques, et on ne descend pas au niveau de la base, cette base-là ne pourra pas changer de comportement. Et donc, il y a toute cette approche qu'il faut avoir avec différents ministères, je parlais de taxes, donc les finances, l'intérieur pour mettre de l'ordre aussi, etc. Mais c'est donc tout le monde qui doit être sensibilisé. Et c'est comme ça que les choses vont bouger. Le Sénégalais n'est pas une personne qui simplement, parce que vous dites telle chose, il va le faire. Il faut qu'il comprenne. Donc cette compréhension-là mérite justement des émissions, mérite qu'on fasse des spots en permanence, parce qu'il faut rappeler ça aux gens. D'autant plus que fumer, c'est un acte volontaire. Mais enfumer les gens, ce n'est pas volontaire. Oui. Donc en plus, vous pouvez poser des problèmes à vos familles, à vos enfants, à votre entourage. Donc tout ça, les gens doivent le comprendre. Donc il y a encore du travail à faire, je suis d'accord avec vous. C'est un pas, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre l'accent sur le fait que les fumeurs passifs sont beaucoup plus exposés que ceux-là même qui sont des fumeurs naturels? Tout à fait. Si vous êtes fumeur passif, c'est qu'en plus, vous ne savez même pas que vous commencez à avoir une certaine pollution liée à la cigarette. Et donc, vous ne faites même pas attention, parce que c'est comme ça. Donc, un fumeur passif, vraiment, c'est la plus grande victime dans l'affaire. Et c'est pour ça que tout le monde doit être au courant, doit comprendre, et c'est ça qui permettra même un changement de comportement de la part des fumeurs. Mais il faut dire que beaucoup de fumeurs maintenant vont au balcon, ils sortent un peu. Donc il y a une certaine sensibilité, mais il faut que ça aille encore plus loin et que l'on touche le maximum de personnes, parce que ça aussi c'est un grand fléau. Commencer à fumer, c'est ça le problème. Parce que quand vous avez fumé pendant des années, c'est difficile d'arrêter. Mais si on avait dans les écoles, etc. D'ailleurs, dans la loi, on interdit de vendre des cigarettes à moins de 200 mètres, je crois, d'une école. Oui. Mais le jeune, là, il sort à peine, ou bien dans les quartiers, dans les boutiques, tout ça. Donc, il y a vraiment de l'ordre à mettre. Et c'est seulement quand tout le monde s'impliquera que vous aurez sans doute des résultats. Les cancers font partie des maladies non transmissibles. Ce sont des pathologies qui font des ravages dans nos pays, avec notamment la pauvreté. On est au mois d'octobre. C'est le mois qui leur est consacré. D'ailleurs, avec la campagne Octobre Rose, l'accent est mis sur la sensibilisation, mais également sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Que fait le Forum Galien Afrique pour sensibiliser les couches vulnérables par rapport aux dangers de ces pathologies-là? Le forum, je dois le dire aussi, ne peut pas se substituer à l'État, mais le forum sensibilise, comme vous le dites. Oui. Et c'est pour ça que nous avons invité des experts qui viennent de tous les pays, de beaucoup de pays africains et des Sénégalais aussi. Nous avons les sommités sénégalaises de la lutte contre le cancer qui étaient là et qui ont eu à parler et à expliquer aux gens quelle était la situation au Sénégal, d'autres au Burkina, d'autres en Côte d'Ivoire, d'autres au Kenya, etc. Donc, on s'est rendu compte, la réalité, c'est qu'on ne sait même pas combien de malades du cancer nous avons. Oui. Le registre des cancers est un registre hospitalier, alors que le public
Et c'est bien, mais pas que l'hôpital. Il y a les autres structures et le privé aussi existe. Et beaucoup de personnes se traitent dans le privé. Donc il y a toutes ces personnes-là dont on ne connaît pas, disons, dont le diagnostic est fait d'ailleurs, mais qui n'ont pas pu être recensées. Il y a aussi toutes ces personnes qui ne savent même pas que peut-être quand vous saignez un peu, c'est telle chose, quand vous avez mal, on n'a aucune idée. Donc ça évolue jusqu'à un moment où le diagnostic est fait ou n'est pas fait. Mais quand il est fait, parfois c'est trop tard. Parce qu'il y a aussi des cancers fulgurants, ça dépend des formes. Donc si vous traînez, c'est sûr qu'au bout, vous allez avoir une forme qui, quand vous vous traitez, prendra beaucoup plus de temps et aura une mortalité plus élevée. Donc les cancers en Afrique, c'est un peu ça. Autant en Europe, il y a beaucoup plus de dépistage, etc. Mais en Afrique, surtout avec le cancer du col de l'utérus, il y a beaucoup d'initiatives communautaires avec les ONG, avec par exemple une ONG qui regroupe tout le monde comme la LISCA, de dépistage dans les quartiers et autres. Mais à chaque fois qu'il y a un dépistage, c'est plein. Plein de femmes qui ont envie de savoir, mais qui n'ont pas eu la possibilité de le faire. Oui. Et à ce moment-là, on dépiste énormément de femmes qui ont des cancers, alors qu'elles ne savaient même pas. Mais est-ce que cela ne voudrait pas dire pour vous que c'est moins une question d'aller se faire diagnostiquer qu'une question d'argent? Aujourd'hui, le cancer, c'est une pathologie très coûteuse. Elle est très chère. Pour se soigner, il faut faire la chimiothérapie, etc. Et ce sont des soins qui coûtent très cher, qui ne sont pas accessibles aux familles aux revenus moyens, aux revenus minimes. Qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, par les États africains pour accompagner ces couches vulnérables-là? Alors, il y a plein de choses qui peuvent être faites et nous en avons parlé. D'abord, il faut un système de dépistage à la portée des populations. On ne peut pas dépister si les malades ne sont même pas allés à l'endroit où ça doit se faire. Oui. Il faut donc mettre un système qui soit accueillant, qui permette aux personnes, parce que je dis, il y a beaucoup, on parle des femmes, mais les hommes aussi ont des cancers, donc permettre à tout le monde, avec des informations et une éducation qui permettent de dire si vous avez tel ou tel signe, pensez à aller voir. Tout ça, c'est important. Mais également, des mesures ont été prises, même si je prends le cas du Sénégal, pour rendre parfois gratuits certains produits et certains médicaments, mais également une multiplicité aujourd'hui de structures où il y a des moyens de faire la radiothérapie ou autre, ce qui n'existait pas il y a plusieurs années. Mais ça ne suffit pas. Donc, la santé a un coût. Je reviendrai sur ça. Moi, ce que je dis, le plaidoyer aussi doit se faire pour qu'il y ait beaucoup plus de moyens donnés au secteur de la santé. Mais aussi, il y a certaines maladies qui peuvent être évitées au plan du cancer, comme le cancer du col de l'utérus. On sait qu'il y a une vaccination qui existe, qui aujourd'hui est proposée aux adolescentes. On doit y penser. On le fait au Sénégal, mais il y en a aussi qui ne sont pas au courant. Donc c'est une possibilité moins coûteuse et qui permettrait de ne pas avoir le cancer du col de l'utérus, par exemple. Très bien. Alors, les hémodialysés sont également concernés par les maladies non transmissibles pour avoir accès également, aux services de santé. C'est très problématique. L'État a fait des efforts pour le cas du Sénégal en rendant gratuit, l'accès à la dialyse. Est-ce qu'on doit faire beaucoup plus, selon vous? Oui, puisque quand on parle d'accès gratuit, c'est pour certaines personnes, certaines structures publiques. Oui. Mais comme il y a tellement de malades, la plupart vont maintenant dans le privé, semi-privé, des structures où elles doivent payer. Ceux qui ont les moyens. Voilà. Donc, ça veut dire que pour l'instant, et en plus, si on prend 100 dialysés ou 1000 dialysés, vous avez 2 fois plus qui attendent à la porte. Oui. Donc, il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de déterminants. Quand vous prenez des médicaments sans contrôle, les médicaments de la rue, très bien, certaines choses qu'on vend dans les marchés, il y a beaucoup de choses qui peuvent carrément créer des problèmes de reins. Et donc, il faut qu'on y pense. Donc pour vous, la gratuité de la dialyse ne rime pas forcément avec la qualité? Si. La gratuité qui existe aujourd'hui, ce sont des structures publiques bien équipées qui sont là, mais insuffisantes.
elles sont décentralisées pratiquement dans tout le Sénégal, mais ne peuvent pas prendre tous les malades. Donc quand on parle de gratuité, ça touche une partie, mais l'autre partie paie, et c'est toutes les familles qui sont endettées parce qu'on doit payer pour quelqu'un, et une autre partie ne se soigne pas, c'est tout. Vous avez parlé tout à l'heure de l'automédication, des faux médicaments qui font également beaucoup de dégâts en Afrique. D'ailleurs même, il y a des entreprises criminelles qui excellent dans ça. Comment faire aujourd'hui pour éliminer ces circuits? Encore la multisectorialité. Ce n'est pas au ministère de la Santé ou aux médecins de gérer ça obligatoirement. Il faut qu'ils soient aidés. Et c'est pour ça que vous voyez que souvent au Sénégal, on vous dit on a arrêté un camion qui avait tant de tonnes de médicaments, ils ont été brûlés. C'est qu'il y a d'autres qui s'en occupent aussi. Mais c'est, comme vous dites, une entreprise criminelle. On dit aujourd'hui que l'entreprise des faux médicaments est beaucoup plus lucrative que même la drogue. Oui. La mafia qui était forte pour la drogue, aujourd'hui, elle est dépassée par ceux qui s'occupent et qui font passer dans les pays des faux médicaments. Donc, il y a un travail qui ne doit pas se faire au niveau d'ailleurs que d'un pays, mais au niveau de plusieurs pays pour qu'il y ait une synergie dans cette lutte-là. Donc, c'est un vrai problème là aussi, et surtout en Afrique. Donc, on a parlé vraiment de tout ce qui s'est fait, et on a surtout parlé de comment faire pour que les médecins sortent de leur bureau, oui, et qu'ils aillent auprès. Certains ont montré ce qu'ils faisaient. Il y a eu des exemples très clairs de médecins qui ont une activité vraiment communautaire extraordinaire. Mais il y en a aussi qui ne savent pas que c'est important. Ils croient qu'il faut traiter. On continue à faire une consultation longue comme ça, alors que les malades arrivent tout le temps. Donc il faut arrêter cela. Et on ne l'arrêtera qu'avec une lutte communautaire et une lutte contre vraiment les déterminants de la santé. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous me permettez de revenir sur la 6e édition du Forum Galien qui est accueilli cette année par Dakar. D'ailleurs, l'événement s'achève ce week-end. Et pouvez-vous nous dire pourquoi le choix de la capitale sénégalaise? En réalité, le Forum Galien vient du prix Galien. Le prix Galien a été proposé il y a 50 ans par Elie Wiesel, qui était prix Nobel de la paix, et qui pensait qu'il fallait avoir quelque chose comme le prix Nobel, mais pour la recherche pharmaceutique. Parce que quelque part, parce que c'est lucratif, parce que y a l'argent, les gens considèrent que peut-être ils n'ont pas besoin de prix. Mais on veut des prix qui soient des prix pour des médicaments qui soient bénéfiques pour les populations. Donc, il avait créé cela, et après, il y a eu en même temps, comme les gens étaient là, souvent des activités scientifiques. Et ils nous ont contactés, et particulièrement le président de la République, qui a accepté que ce soit fait en Afrique et au Sénégal, parce qu'il y a au moins 16 pays où le prix Galien existe. Et ça va de la Chine aux États-Unis, en passant par l'Europe, l'Inde. Donc il y a beaucoup de pays où ils sont vraiment installés et ils suivent un peu cela. Mais nous avons voulu, si le président était d'accord, après discussion avec lui, on lui a dit qu'on pensait qu'il fallait quand même rendre ça plus africain. Et c'est pour ça que dans les prix qu'on propose du meilleur produit pharmaceutique, on a aussi ajouté le meilleur produit de tradithérapie. On a ajouté aussi les technologies. Et on a ajouté les innovations. Et d'ailleurs, à la première édition, c'est un Sénégalais de l'Institut Pasteur qui avait gagné ce prix de l'innovation technologique avec un produit diagnostic de la Covid. Et c'était lui qui était le lauréat. Donc c'est pour vous dire que nous pensons qu'il faut quand même favoriser un peu, stimuler la recherche et l'innovation en Afrique. C'est pour ça qu'on était très contents de s'impliquer dans ce prix-là. Mais nous avons pensé aussi que c'était un moment de créer une plateforme où tout le monde viendrait pour discuter de nos problèmes, entre Africains surtout, mais aussi surtout pour les Africains et en fonction des besoins de notre continent. Donc voilà un peu comment les choses sont nées et sont devenues
africaine parce que, quelque part, nous faisons partie de cette grande, disons, initiative avec au départ la Fondation Galien International. Vous savez que Galien, le nom, vient de Galien qui est le père de la pharmacie moderne et qui, quand vous allez dans les thèses de médecine, c'est le serment d'Hippocrate. Pour les pharmaciens, c'est le serment de Galien. Donc c'est pour vous dire que c'est de là que le nom vient. Certains disent, mais comment? Moi-même, je dis parfois, je vais l'appeler autrement. Mais c'est le prix Galien qui est partout dans le monde. Alors, à côté des pathologies qui endeuillent l'Afrique, il y a également un autre drame, celui des cerveaux. Chaque année, les pays développés viennent rechercher les matières grises, c'est-à-dire les personnes qui excellent dans des domaines, que ce soit la science, que ce soit les mathématiques, pour les amener chez eux, pour qu'ils servent à leur population. Qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, pour maintenir cette élite africaine-là, afin qu'elle serve aux populations africaines? Cette élite, elle doit aussi être dans de bonnes conditions. Parce que si vous êtes d'un certain niveau, vous avez eu l'habitude de travailler avec des équipements de pointe, vous n'allez pas venir ici, on vous donne un microscope seulement pour vous dire faites la même chose. Tout à fait. Donc quelque part... Il y a la motivation. Il y a la motivation aussi, ils gagnent beaucoup mieux ailleurs, mais il y a beaucoup qui rentrent. Nous avons eu ici des jeunes et un peu moins jeunes qui sont rentrés en Afrique ou qui sont rentrés au Sénégal. Je donne l'exemple de M. Moustapha Cissé, que j'admire beaucoup parce que c'est un jeune qui était même le représentant, je crois, de l'Afrique, de Google en Afrique, qui a été à des niveaux importants et qui a décidé de rentrer au Sénégal et de mettre son expertise au service de son pays. Il y en a qui le font. Voilà, il y en a qui le font, mais il faut leur donner des conditions de travail vraiment et de, disons, une motivation financière qui leur permettent de quand même fermer la porte à beaucoup de grandes sollicitations pour rentrer dans leur pays. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Et cette réunion, ce forum, invite beaucoup de personnes de ce genre. Et je crois que ça va créer une grande famille, un grand réseau, et les gens se sentiront beaucoup plus à l'aise parce qu'il y aura aussi d'autres qui seront là et qui feront comme eux. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup à vous, professeur Awa Marie-Coll Seck, agrégé de médecine et spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, ancienne ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, présidente du Forum Galien Afrique qui s'est tenu cette année à Dakar du 3 au 7 octobre. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission Questions directes. À la présentation, Mme Abdougaï Kassé. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Au revoir.